Le silence du cabinet médical pesait lourd. Julien Morel serrait les poings dans ses poches, le regard fixé sur le diplôme encadré du docteur Lemoine, spécialiste en fertilité de la clinique privée la plus réputée de Paris. Les mots résonnaient encore dans sa tête comme un coup de marteau. Stérilité définitive. Monsieur Morel, je comprends que cette nouvelle soit difficile à accepter, murmura le médecin, ajustant ses lunettes avec une gêne palpable. Nous avons refait les analyses 3 fois. Les résultats sont malheureusement sans appel. Julien hocha la tête mécaniquement. À 38 ans, héritier de l'empire hôtelier Morel, qui comptait 22 établissements de luxe à travers l'Europe, il avait toujours pensé que l'argent pouvait tout résoudre. Mais devant cette réalité biologique implacable, sa fortune ne valait rien. Il existe d'autres options, continua le docteur Lemoine. La procréation médicalement assistée avec donneur, par exemple? Non. La voix de Julien claqua sèchement. Merci, docteur. Il se leva, rajusta sa veste Armani et sortit sans un mot de plus. Dans l'ascenseur de la clinique, il contempla son reflet dans le miroir, cheveux noirs parsemés de fils argentés, traits fins hérités de sa mère, regard sombre qui avait séduit tant de femmes à Lyon. Tout cela ne servait plus à rien. Son téléphone vibra. « Chérie, alors ?» Le message de Camille apparut sur l'écran. Sa fiancée, fille d'un magnate de l'industrie pharmaceutique, l'attendait probablement dans leur appartement du 16e arrondissement, impatiente de connaître les résultats. Julien éteignit son portable et héla un taxi. « Gare de Lyon, s'il vous plaît. » Le chauffeur, un homme bedonnant aux cheveux gris, observa son passager dans le rétroviseur. « Vous allez bien, monsieur ? Vous êtes tout pâle. Ça ira. » Mais ça n'allait pas. Rien n'allait plus depuis des mois. D'abord, les tentatives infructueuses avec Camille, puis les examens, les espoirs déçus, les regards compatissants. Et maintenant, cette sentence définitive qui anéantissait non seulement ses rêves de paternité, mais aussi l'avenir de la dynastie Morel. Son grand-père, Émile Morel, avait créé le premier hôtel familial à Lyon en 1947, avec pour seul capital ses économies de guerre et une détermination inébranlable. Son père, Philippe, avait développé l'entreprise en France et à l'étranger. Et lui, Julien, le dernier mâle de la lignée, ne pourrait jamais transmettre cet héritage à un fils. Le taxi s'arrêta devant la gare. Julien paya sans compter et se dirigea vers les guichets. Il acheta un billet pour Lyon, puis changea d'avis. « Annecy », dit-il à l'employé. « Le prochain train pour Annecy. » 2 heures plus tard, il roulait dans sa Mercedes vers la propriété familiale des bords du lac. Cette maison, il n'y était pas retourné depuis la mort de son grand-père, 5 ans plus tôt. Un endroit isolé, silencieux, où il pourrait réfléchir loin des regards et des questions. La grille rouillée grinça quand il l'ouvrit. L'allée était envahie de mauvaises herbes et la façade de pierre blonde semblait fatiguée. Mais le lac scintillait toujours sous le soleil couchant, majestueux et apaisant. Il poussa la porte d'entrée. L'odeur de renfermé le saisit immédiatement. Des draps poussiéreux recouvraient les meubles comme des fantômes. Dans le salon, le portrait de son grand-père le regardait avec ses yeux perçants, presque accusateurs. « Désolé, grand-père, » murmura-t-il. « La lignée s'arrêtera avec moi. » Son téléphone se remit à vibrer frénétiquement. Camille, ses parents, son assistant, tous voulaient des nouvelles, des explications. Julien éteignit définitivement l'appareil et le jeta sur le canapé. Pour la première fois depuis des années, il était vraiment seul. Seul avec sa douleur, sa honte et cette maison qui témoignait de 4 générations de réussite qu'il ne pourrait jamais perpétuer. Il ouvrit les volets du salon, laissant entrer l'air frais du lac. Au loin, une femme marchait sur le ponton, silhouette gracile dans la lumière dorée. Elle semblait libre, légère, tout ce qu'il n'était plus. Cette nuit-là, Julien Morel, millionnaire désabusé, s'endormit pour la première fois depuis longtemps sans penser à l'empire familial. Il pensait seulement à cette liberté qu'il avait perdue quelque part entre les réunions de conseil d'administration et les obligations sociales. Demain, il appellerait quelqu'un pour nettoyer la maison. Il resterait ici le temps qu'il faudrait pour digérer cette nouvelle vie qui commençait, celle d'un homme riche mais stérile, libre mais seul. Le lendemain matin, Julien fut réveillé par un bruit sourd venant du rez-de-chaussée. Il consulta sa montre. 7 heures.
Qui pouvait bien être là, à cette heure? Il enfila un jean et descendit les escaliers de marbre, pieds nus. Dans la cuisine, une jeune femme aux cheveux châtains attachés en chignon désordonné était agenouillée devant l'évier, une brosse à la main. Elle portait un jean délavé et un pull en laine beige, des vêtements simples qui contrastaient avec le luxe désuet de la maison. « Excusez-moi » dit Julien, la faisant sursauter. La femme se retourna vivement, ses yeux verts s'écarquillant de surprise. « Mon Dieu, je suis désolé, monsieur, on m'avait dit que la maison était vide. » « Et vous êtes ?» Élise Laurent. Elle se releva, s'essuyant les mains sur son tablier. « Votre... Enfin, Madame Morel m'a engagé pour nettoyer la propriété avant votre arrivée, mais je pensais que vous veniez la semaine prochaine. » Julien fronça les sourcils. Sa mère s'occupait donc déjà de ses affaires sans le consulter. Typique de Marguerite Morel, femme de tête qui dirigeait les relations publiques de l'empire familial avec une poigne de fer. « Ma mère ne m'a rien dit, » marmonna-t-il. « Mais peu importe, continuez votre travail. » Il se dirigea vers la machine à café, mais celle-ci était débranchée et recouverte de poussière. Élise remarqua sa déconvenue. « J'ai apporté une cafetière, » dit-elle timidement. « Si vous voulez, je peux vous préparer un café. J'en ai fait pour moi. » Julien hésita. Il n'avait pas l'habitude qu'une employée lui propose de partager quoi que ce soit. Dans son monde, les rapports étaient strictement hiérarchisés. « D'accord, » finit-il par accepter. Élise versa le café fumant dans 2 tasses dépareillées qu'elle avait dénichées dans un placard. L'arôme était riche, bien plus savoureux que l'espresso de sa machine de luxe à Paris. « Vous venez d'où » demanda-t-il, plus par politesse que par véritable curiosité. « Chambéry. Enfin, j'y ai grandi. Maintenant, j'habite à Annecy. » Elle but une gorgée de café, le regard tourné vers le lac visible par la fenêtre. « C'est magnifique ici. J'ai toujours rêvé de vivre au bord de l'eau. » « Vous ne connaissez pas la propriété ? » ?»« Non, c'est la première fois que je viens. Votre mère a dit que la maison était fermée depuis des années. » Élise sourit légèrement. « Ça se voit d'ailleurs. Il y a du travail. » Malgré lui, Julien esquissa un sourire. Cette femme avait une façon directe de s'exprimer qui le changeait des conversations feutrées de son milieu habituel. « Vous faites ça depuis longtemps ? Le ménage, je veux dire. » Le visage d'Élise se durcit imperceptiblement. « Depuis que j'en ai besoin, » répondit-elle simplement. Julien comprit qu'il avait touché un point sensible. Il termina son café en silence, observant discrètement cette femme qui s'affairait avec une efficacité remarquable. Ses gestes étaient précis, sans gaspillage d'énergie. Elle connaissait manifestement son travail. « Je vais marcher, » annonça-t-il en posant sa tasse. « Prenez votre temps pour tout ça. »« Monsieur Morel ?» Sa voix l'arrêta sur le seuil. « Si ça ne vous dérange pas, j'aimerais commencer par les chambres du premier étage, pour que vous puissiez vous installer confortablement. » Il acquiesça et sortit. L'air matinal était vif, chargé de l'humidité du lac. Il longea la berge, respirant profondément pour la première fois depuis des mois. Ici, loin de Lyon et de Paris, personne ne connaissait son histoire. Personne ne le regardait avec pitié ou curiosité malsaine. Quand il revint 2 heures plus tard, la transformation était saisissante. Les vitres brillaient, les sols sentaient le citron, et tous les draps poussiéreux avaient disparu. Élise était dans le salon, en train d'épousseter les livres de la bibliothèque avec un soin minutieux. « Vous lisez ?» demanda-t-elle en montrant un volume de Stendhal. « Parfois. » Julien s'approcha. « Le rouge et le noir. Vous connaissez ? » « Bien sûr. » Julien Sorel, l'ambitieux qui rêve de s'élever au-dessus de sa condition. Elle remit le livre en place avec délicatesse. Mais qui finit par tout perdre à cause de ses contradictions? La remarque frappa Julien en pleine poitrine. Cette femme venait-elle de résumer sa vie en quelques mots? Lui aussi avait toujours cherché à être à la hauteur des attentes familiales, emprisonné dans un rôle qu'il n'avait jamais vraiment choisi. « C'est un de mes romans préférés, » continua Élise. Même si la fin est tragique, on comprend Julien Sorel. Ses erreurs viennent de sa sincérité, pas de sa méchanceté. Vous étudiez la littérature? Un voile passa sur le visage d'Élise. J'étudiais. Il y a longtemps. Les priorités changent, parfois. Elle rangea son matériel de nettoyage sans rien ajouter. Julien sentit qu'il y avait une histoire derrière cette réponse évasive, mais il n'osa pas insister. Lui-même fuyait les questions personnelles.
À quelle heure venez-vous demain? Demanda-t-il. Tôt, vers 7 heures, si ça ne vous dérange pas. Il reste beaucoup à faire. Ça ne me dérange pas. Je suis lève-tôt. Élise rassembla ses affaires et se dirigea vers la sortie. Sur le seuil, elle se retourna. Monsieur Morel, merci pour le café de ce matin. Ça fait longtemps que je n'avais pas eu une conversation aussi normale. Normale. Le mot résonna étrangement aux oreilles de Julien. Quand avait-il eu une conversation normale pour la dernière fois? Pas avec Camille, toujours préoccupé par les mondanités. Pas avec ses parents, obsédé par l'image familiale. Pas avec ses associés, uniquement intéressé par les chiffres. Il regarda la petite voiture d'Élise disparaître au bout de l'allée et retourna dans la maison silencieuse. Pour la première fois depuis la révélation du médecin, il avait passé quelques heures sans penser à sa stérilité. Cette femme simple et directe avait réussi sans le savoir à lui offrir un moment de répit. Les jours suivants s'installèrent dans une routine inattendue. Élise arrivait chaque matin à 7 heures précises, toujours avec sa cafetière et des croissants de la boulangerie du village. Julien, qui n'avait jamais petit déjeuner ailleurs que dans des palaces ou des restaurants étoilés, découvrait le plaisir simple de manger des viennoiseries encore tièdes sur la terrasse face au lac. « Vous n'êtes pas obligé de m'apporter le petit déjeuner, » dit-il le 4e matin, gêné par ses attentions. « Je sais. » Élise versa le café dans les tasses désormais familières. « Mais vous avez l'air fatigué, comme si vous portiez un poids trop lourd. » Julien la regarda avec surprise. Personne, jamais, ne s'était soucié de sa fatigue. Dans son monde, montrer la moindre faiblesse était perçu comme un signe d'incompétence. « Et vous ?» rétorqua-t-il. « Vous avez l'air de quelqu'un qui a renoncé à ses rêves trop tôt. » Élise marqua une pause, la tasse à mi-chemin de ses lèvres. « Touchée, » murmura-t-elle avec un sourire triste. Ce matin-là, au lieu de commencer immédiatement le travail, elle s'assit dans le fauteuil en osier face à lui. Le soleil matinal dessinait des reflets dorés sur ses cheveux détachés pour une fois. « Vous voulez savoir ?» dit-elle finalement. « J'étudiais la littérature à l'université de Chambéry. Master de lettres modernes. Je rêvais de devenir professeur, peut-être écrivain. » Elle contempla le lac un instant. « Et puis mon père est mort, cancer du poumon. Ma mère travaillait déjà 2 emplois pour joindre les 2 bouts. Ma petite sœur n'avait que 16 ans. Vous avez abandonné vos études. J'ai pris un congé, qui dure maintenant depuis 4 ans. » Elle haussa les épaules avec une fausse désinvolture. « Margot, ma sœur passe son bac cette année. Après on verra. Peut-être que je pourrai reprendre. » Julien sentit une pointe de honte. Lui qui se plaignait de son sort alors que cette femme avait sacrifié ses ambitions pour sa famille. « Et votre mère? Elle va bien. Elle tient une petite mercerie à Chambéry. Rien d'extraordinaire, mais ça nous permet de vivre. » Élise le regarda droit dans les yeux. « À votre tour maintenant. Qu'est-ce qui vous amène ici, loin de vos hôtels et de votre vie parisienne ?» La question était directe, sans détour. Julien hésita. Il n'avait jamais parlé de sa stérilité à personne d'autre qu'au médecin et à Camille. Mais quelque chose dans le regard d'Élise, cette sincérité qu'elle venait de lui offrir, l'incitait à la confidence. « J'ai appris que je ne pourrais jamais avoir d'enfant, » dit-il simplement. Élise ne montra ni pitié ni gêne, juste une attention respectueuse. « Et c'est important pour vous ? » Plus que tout. La voix de Julien se brisa légèrement. « Je suis le dernier héritier mâle des Morel. 4 générations d'hommes qui ont bâti cet empire. Et moi, je ne peux même pas... Vous assurer une descendance ? » « Exactement. » Élise but une gorgée de café, réfléchissant. « Vous savez, mon grand-père était ébéniste, un artisan extraordinaire. Ses meubles étaient de purs chefs-d'œuvre. Mais il n'a eu que des filles. Ma grand-mère, ma mère, ma tante. Et alors, mon grand-père était dévasté. Il pensait que son savoir-faire disparaîtrait avec lui, jusqu'au jour où ma mère, à 12 ans, lui a demandé de lui apprendre. Il a refusé d'abord, disant que ce n'était pas un métier de femme. Puis, il a fini par céder. Julien écouta, intrigué. Ma mère est devenue une ébéniste remarquable, pas aussi douée que grand-père, mais suffisamment pour reprendre l'atelier. Elle l'a dirigé pendant 15 ans, jusqu'à ce que l'industrialisation tue les petits artisans. Élise sourit.
Grand-père était fier d'elle. Il disait toujours que ce qui compte, ce n'est pas le nom de famille ou le sexe, c'est l'amour du métier. Vous essayez de me consoler? Non, je vous fais réfléchir. Elle se leva, prête à commencer sa journée de travail. Vos hôtels, c'est votre passion ou votre obligation? La question résonna dans l'esprit de Julien longtemps après qu'Élise eut commencé à nettoyer les fenêtres du salon. Il réalisa qu'il ne s'était jamais posé cette question fondamentale. Avait-il choisi cette vie ou l'avait-elle choisie pour lui? L'après-midi, il la trouva dans la bibliothèque, assise par terre, classant des livres éparpillés. Elle avait trouvé un carnet de cuir rouge qu'elle feuilletait avec curiosité. « C'est l'écriture de votre grand-père » demanda-t-elle en le lui tendant. Julien reconnut immédiatement la calligraphie soignée d'Émile Morel. C'était un journal intime qu'il n'avait jamais vu. Il lut quelques lignes au hasard. 15 juin 1963. Philippe grandit trop vite. Il veut déjà diriger l'hôtel alors qu'il n'a que 16 ans. Je crains qu'il ne voit que les profits et oublie l'essentiel. L'hospitalité vient du cœur, pas du portefeuille. Plus loin. 2 mars 1971. Philippe s'est marié avec Marguerite, une femme intelligente mais froide. J'espère qu'elle n'effacera pas la chaleur humaine de nos établissements. Et cette phrase qui lui serra le cœur, « Je ne veux pas que mes petits-enfants héritent d'une machine à profit, mais d'une tradition d'accueil et de générosité. » Votre grand-père avait l'air d'un homme sage, murmura Élise. Il l'était. C'est lui qui m'a appris l'importance de l'authenticité. Julien ferma le carnet, ému. Il disait toujours que nos hôtels devaient être des maisons avant d'être des entreprises. Et c'est encore le cas? Julien réfléchit honnêtement. Non, mes parents ont transformé ça en machine commerciale. Rentabilité, image de marque, marketing, l'âme a disparu quelque part en route. Et vous, qu'est-ce que vous aimeriez vraiment faire? La question le déstabilisa. Depuis des années, il suivait les directives familiales sans se demander ce qu'il voulait vraiment. « Je ne sais plus », avoua-t-il. « Peut-être retrouver l'esprit de grand-père, ou peut-être toute autre chose. » Ce soir-là, quand Élise repartit, Julien resta longtemps sur la terrasse à relire le journal de son grand-père. Pour la première fois depuis des mois, il ne pensait plus à sa stérilité comme à une malédiction, mais comme à une libération possible. S'il ne pouvait pas transmettre l'empire Morel par le sang, peut-être pouvait-il le transformer autrement, ou choisir une voie complètement différente. Et cette femme extraordinaire, avec sa simplicité et sa sagesse, l'aidait à envisager des possibilités qu'il n'avait jamais imaginées. Une semaine après leur première conversation intime, Julien remarqua qu'Élise était différente. Ses gestes restaient précis, mais elle semblait préoccupée, distante. Le matin, elle buvait son café en silence, le regard perdu vers le lac. « Tout va bien ?» finit-il par demander un jeudi matin pluvieux. « Oui, bien sûr », répondit-elle trop rapidement, évitant son regard. Mais Julien n'était pas dupe. Il avait appris à connaître les expressions de cette femme, la façon dont ses yeux verts s'assombrissaient quand elle était soucieuse. L'après-midi, il la trouva dans la cave, en train de nettoyer les anciennes caves à vin de son grand-père. Elle était agenouillée, frottant énergiquement le sol carrelé, comme si elle tentait d'évacuer une tension intérieure. Élise. Elle sursauta, se relevant si brusquement qu'elle vacilla. Julien la rattrapa par le bras et elle se retrouva tout près de lui, troublée par cette proximité soudaine. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» insista-t-il doucement. Les yeux d'Élise se remplirent de larmes qu'elle tenta vainement de retenir. « C'est ma sœur, finit-elle par avouer. Margot, elle veut arrêter le lycée. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé un petit travail dans un magasin de vêtements à Chambéry. Ça l'aiderait financièrement, nous aiderait. Mais sa voix se brisa. Si elle abandonne maintenant, elle n'aura jamais son bac. Elle finira comme moi, à nettoyer les maisons des autres, au lieu de réaliser ses rêves. » Julien sentit son cœur se serrer. Cette femme se sacrifiait déjà pour sa famille, et voilà que sa sœur s'apprêtait à reproduire le même schéma. « Vous en avez parlé avec elle? Elle ne m'écoute plus. Elle dit que je ne comprends pas, que l'argent est plus important que les diplômes. » Élise s'essuya les yeux avec le dos de sa main. « Et le pire, c'est qu'elle n'a pas entièrement tort. Maman galère. Moi, je gagne à peine de quoi nous faire vivre décemment. » Combien? Pardon? Combien faudrait-il pour que Margot puisse finir sa scolarité sans se soucier d'argent?
Élise le regarda avec méfiance. « Pourquoi cette question? Répondez-moi. » Elle hésita, calculant mentalement. « Je ne sais pas. 3 000 euros, 4 000, pour l'année scolaire, les fournitures, et compenser le salaire qu'elle n'aura pas. Mais je ne vois pas pourquoi, parce que je peux vous les donner. » Le silence tomba entre eux, lourd et tendu. Élise recula d'un pas, comme si Julien l'avait giflé. « Non, Élise, non !» Sa voix claqua dans la cave humide. « Vous croyez quoi? Que je vous raconte mes problèmes pour que vous sortiez votre chéquier? Ce n'est pas... Si, c'est exactement ça. » Ses yeux lançaient des éclairs. « Pour vous, tout se règle avec de l'argent, n'est-ce pas? Le riche sauve la pauvre fille et sa famille. Et en échange... » Quoi? Julien était abasourdi par cette colère soudaine. « Je ne veux rien en échange. Je voulais juste m'aider. » Élise eut un rire amer. « Vous voulez m'aider, monsieur Morel? Alors traitez-moi comme votre égal, pas comme une œuvre de charité. » Elle ramassa ses affaires de nettoyage avec des gestes brusques et se dirigea vers l'escalier. Julien la suivit. « Élise, attendez. J'ai terminé pour aujourd'hui, et peut-être pour toujours. Vous allez partir? À cause de ça ?» Elle se retourna sur les marches, le fusillant du regard. « Vous ne comprenez vraiment rien, n'est-ce pas? Je ne suis pas votre employé de maison, monsieur Morel. Je suis une femme qui fait un travail pour gagner sa vie dignement, et cette dignité n'est pas à vendre. » La porte claqua derrière elle, laissant Julien seul dans le hall d'entrée. Il entendit sa voiture démarrer en trombe et disparaître dans l'allée. Ce soir-là, il tourna en rond dans la maison silencieuse, ressassant cette scène incompréhensible. Il avait voulu l'aider par générosité sincère. Pourquoi avait-elle réagi si violemment? Il relut quelques pages du journal de son grand-père, cherchant une réponse. 12 septembre 1952. Aujourd'hui, j'ai voulu aider Jacques, mon maçon. Sa femme était malade, il avait des dettes. Je lui ai proposé une avance sur ses prochains travaux. Il a refusé catégoriquement, presque vexé. Plus tard, sa femme m'a expliqué « Monsieur Morel, Jacques veut mériter ce qu'il gagne. Votre générosité l'humilie plus qu'elle ne l'aide. » J'ai compris ce jour-là que la vraie générosité ne consiste pas à donner de l'argent, mais à donner du respect. Julien ferma le carnet, éclairé. Élise ne voulait pas de sa pitié, ni de sa charité. Elle voulait être respectée pour ce qu'elle était, reconnue pour sa valeur propre. Et lui, avec ses réflexes de riche habitué à tout résoudre par l'argent, l'avait profondément blessée. Il passa une nuit blanche à réfléchir. Comment réparer cette erreur? Comment lui montrer qu'il la respectait sans la blesser davantage? Le lendemain matin, à 7 heures précises, il attendait sur la terrasse avec sa propre cafetière et des croissants achetés au village. Quand la voiture d'Élise s'arrêta dans l'allée, il retint son souffle. Elle sortit de sa voiture, hésita en le voyant, puis s'approcha lentement. « Bonjour » dit-elle simplement. « Bonjour. Café ?» Elle acquiesça et s'assit face à lui, mais la tension était palpable. « Élise, je vous dois des excuses. Monsieur Morel. Julien. Appelez-moi Julien, s'il vous plaît. » Il la regarda droit dans les yeux. « J'ai été maladroit hier. Je comprends maintenant que j'ai été blessant. Ce n'était pas mon intention, mais ce n'est pas une excuse. » Elle but son café en silence, attendant la suite. « Mon grand-père a écrit quelque chose dans son journal qui m'a fait réfléchir. Il disait que la vraie générosité, c'est donner du respect, pas de l'argent. Votre grand-père était un homme sage. Vous avez raison d'être en colère. J'ai voulu jouer les sauveurs sans comprendre que vous n'aviez pas besoin d'être sauvée. Vous êtes une femme forte, intelligente, qui se bat avec courage pour sa famille. J'aimerais apprendre de vous, si vous me le permettez. » Pour la première fois depuis la veille, Élise sourit légèrement. Apprendre quoi? Comment être quelqu'un de bien? Comment vivre avec authenticité? Comment ne pas laisser l'argent décider de tout? Le sourire d'Élise s'élargit. C'est un vaste programme, Julien. Entendre son prénom dans sa bouche lui fit un effet extraordinaire. Comme si, pour la première fois de sa vie, quelqu'un le voyait vraiment lui, et non pas l'héritier Morel. « J'ai tout mon temps, » répondit-il. Et apparemment, une excellente professeure. Après leur réconciliation, quelque chose avait changé entre Julien et Élise. Les barrières sociales semblaient s'estomper peu à peu, remplacées par une complicité naturelle qui surprenait Julien lui-même. Ce matin-là,
Il la trouva dans le grenier, fouillant dans de vieilles malles poussiéreuses. Elle avait noué ses cheveux avec un foulard coloré et portait une salopette en jean qui lui donnait l'air d'une étudiante. « Qu'est-ce que vous cherchez » demanda-t-il en montant l'escalier de bois. « Rien de particulier, mais regardez ce que j'ai trouvé. » Elle brandit une photographie jaunie. « C'est vous, petit ?» Julien s'approcha et reconnut immédiatement le cliché. Lui à 6 ans, en maillot de bain sur le ponton du lac, avec son grand-père qui lui apprenait à pêcher. « Grand-père Émile » murmura-t-il avec nostalgie. C'était l'été 1993. Il m'avait promis qu'on attraperait le plus gros brochet du lac. Et alors, on a attrapé une vieille chaussure, rit Julien. Mais grand-père a fait semblant que c'était le plus beau poisson du monde. Il l'a même photographié avant de la rejeter à l'eau. Élise sourit en contemplant la photo. Vous aviez l'air heureux, insouciant. Je l'étais. Julien fouilla dans la malle et en sortit d'autres souvenirs. Carnet de dessin, petit soldat de plomb, cahier d'écolier. Ici, j'étais juste Julien. Pas l'héritier, pas le futur PDG. Juste un gamin qui rêvait de devenir explorateur ou capitaine de bateau. Et qu'est-ce qui vous en a empêché? La réalité, les obligations familiales, le poids des générations. Il contempla un dessin de bateau pirate qu'il avait fait à 8 ans. Mon père répétait toujours que j'avais des responsabilités, que l'entreprise familiale passait avant mes fantaisies d'enfant. Élise s'assit en tailleur sur le plancher poussiéreux, tenant toujours la photographie. Vous savez ce qui me frappe le plus dans cette photo? Non, quoi? Votre grand-père vous regarde avec une fierté immense. Pas parce que vous êtes son héritier, mais parce que vous êtes son petit-fils. Tout simplement. Julien s'assit à côté d'elle, troublé par cette observation. Il était le seul à me voir comme ça. Mes parents n'ont jamais eu ce regard. Peut-être qu'ils ne savent pas comment la voir. Ou peut-être qu'ils ne m'aiment que pour ce que je représente. Élise posa la photo et le regarda gravement. « Et Camille, votre fiancée, elle vous aime comment ?» La question le déstabilisa. « Camille !» Il chercha ses mots. « Camille aime l'idée de moi, le nom, le statut, la sécurité. Quand j'ai annulé nos fiançailles après le diagnostic médical, elle n'a même pas cherché à comprendre. Elle a juste dit que c'était problématique pour notre avenir. Elle ne vous a pas soutenu? Non. Elle a immédiatement parlé de solutions alternatives, de donneurs, d'adoption, comme si j'étais un problème à résoudre plutôt qu'un homme qui souffrait. » Élise resta silencieuse un moment, puis murmura « Je suis désolé, personne ne devrait traverser ça seul. »« Et vous ?» demanda Julien impulsivement. « Il y a quelqu'un dans votre vie ?» Une ombre passa sur le visage d'Élise. « Il y a eu quelqu'un, il y a quelques mois. » Elle tritura nerveusement l'ourlet de sa salopette. « Un musicien de rue que j'ai rencontré à Chambéry. Il s'appelait Théo. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était intense, passionné. Il avait ce don pour voir la beauté partout, même dans les choses les plus simples. Il me faisait rire, il me faisait rêver. Sa voix se fit plus fragile. J'ai cru que j'avais trouvé quelqu'un qui comprenait vraiment qui j'étais. Et puis, il a disparu, du jour au lendemain, sans explication, sans adieu. J'ai appris plus tard qu'il était parti pour un festival de musique en Espagne avec une autre fille. Julien sentit une colère inexplicable monter en lui. Comment pouvait-on abandonner une femme comme Élise? Il était stupide, dit-il avec conviction. Aveugle et stupide. Élise lui adressa un sourire reconnaissant. Merci, mais vous savez, ça m'a appris quelque chose d'important. Quoi donc? Que l'amour véritable ne se contente pas de beaux sentiments. Il faut aussi de la constance, de la fidélité, de l'engagement. Théo était passionné, mais pas fiable. Ils restèrent assis côte à côte dans le grenier silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Julien observait discrètement le profil d'Élise, sa façon de froncer légèrement les sourcils quand elle réfléchissait, la courbe délicate de son cou. « Julien ?» Sa voix le tira de sa contemplation. « Oui ? Qu'est-ce que vous allez faire? Après, je veux dire, quand vous repartirez à Lyon ?» La question le prit au dépourvu. Il réalisa qu'il n'y avait plus pensé depuis des jours. Pour la première fois depuis des années, il vivait au présent, sans se projeter dans l'avenir. « Je ne sais pas, » avoua-t-il. «
Pour la première fois de ma vie, je ne sais vraiment pas. Et c'est libérateur. Vous pourriez rester ici, à Annecy? Pourquoi pas? Mais pour faire quoi? Élise haussa les épaules. Ce qui vous rend heureux. Comme votre grand-père avec ses hôtels, créer des lieux où les gens se sentent bien accueillis. Vous croyez que c'est possible? Recommencer à zéro? Je crois qu'on peut toujours choisir qui on veut être, répondit-elle en se levant. Votre passé vous a construit, mais il ne vous oblige à rien. Ce soir-là, Julien resta longtemps dans le grenier après le départ d'Élise. Il contemplait la photographie de lui enfant, essayant de retrouver ce garçon insouciant qui rêvait d'aventure. Pour la première fois, cette reconnexion avec son moi d'avant lui semblait possible, et cette possibilité avait un visage, celui d'une femme aux yeux verts qui lui apprenait doucement à redevenir humain. En redescendant, il croisa son reflet dans le miroir du couloir. L'homme qu'il voyait n'était plus le PDG stressé et désabusé de quelques semaines plus tôt. C'était quelqu'un de plus simple, de plus authentique, quelqu'un qu'Élise avait aidé à naître. Il sourit à son reflet. Demain, il proposerait à Élise de l'accompagner au marché du village, pas comme un patron et son employé, mais comme deux amis qui découvraient ensemble les plaisirs simples de la vie. Le samedi matin, Julien attendait Élise avec une nervosité qu'il ne s'expliquait pas. Il avait proposé la veille de l'accompagner au marché d'Annecy, prétextant qu'il voulait découvrir la vie locale. En réalité, il voulait simplement passer du temps avec elle, loin de la maison et des tâches ménagères qui définissaient leur rapport. « Vous êtes sûr ?» avait demandé Élise, surprise. « Ce n'est qu'un petit marché de province. Rien à voir avec les endroits chics que vous fréquentez. Justement, j'ai envie de voir comment vivent les vrais gens. » Maintenant, en attendant qu'elle arrive, il se demandait s'il n'avait pas commis une erreur. Et si elle se sentait obligée d'accepter par politesse? Et si cette sortie révélait à quel point ils appartenaient à des mondes différents? La voiture d'Élise s'arrêta dans l'allée. Elle en descendit vêtue d'une robe légère couleur lavande qui la faisait paraître encore plus jeune. Ses cheveux tombaient librement sur ses épaules et elle portait un panier en osier qui appartenait manifestement à sa grand-mère. « Bonjour Julien !» Son sourire dissipa immédiatement les doutes de Julien. « Prêt pour votre baptême du marché ?»« Plus que jamais. » Ils prirent la voiture d'Élise, une vieille Citroën qui avait connu des jours meilleurs, mais qui démarrait avec un ronronnement fidèle. Julien, habitué au confort feutré de ces véhicules allemands, fut surpris de trouver ce voyage inconfortable, étrangement agréable. « Ma grand-mère disait que cette voiture avait une âme, » expliqua Élise en caressant affectueusement le volant. « Elle nous a portés, maman et moi, pendant des années. Je ne pourrai jamais m'en séparer. » Le marché d'Annecy se tenait place Sainte-Claire, dans le vieux centre historique. Julien n'y était jamais venu, malgré ses nombreux séjours dans la région. Son monde s'était toujours limité aux restaurants étoilés et aux hôtels de luxe. L'animation du marché le saisit immédiatement. Les cris des marchands, les rires des enfants, les conversations animées des clients. Cette effervescence joyeuse contrastait avec le silence feutré des lieux qu'il fréquentait habituellement. « Alors, Élise !» Une femme forte aux cheveux gris l'est et là depuis un étal de fromage. « Qui c'est, ce beau monsieur ?» Élise rougit légèrement. « Bonjour, Madame Dubois. Je vous présente Julien, un ami. » Le mot « ami » résonna agréablement aux oreilles de Julien. Depuis combien de temps n'avait-il pas été présenté simplement comme l'ami de quelqu'un? « Ah, l'ami !» Madame Dubois lui adressa un clin d'œil complice. « Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, jeune homme ?» Julien hésita. Dire qu'il dirigeait une chaîne d'hôtels de luxe briserait immédiatement cette atmosphère détendue. « Je suis en reconversion professionnelle, » improvisa-t-il. « Ah, comme c'est bien. Il faut savoir changer quand on n'est pas heureux. » Madame Dubois emballa un morceau de Beaufort. « Tenez, goûtez-moi ça. C'est mon cousin qui le fait dans son alpage. » Le fromage était extraordinaire, crémeux et parfumé, avec un goût authentique que Julien n'avait jamais retrouvé dans les plateaux raffinés des grands restaurants. « C'est délicieux, » dit-il sincèrement. « Bien sûr que c'est délicieux, » rit la fromagère. « C'est fait avec amour, pas avec des machines. » Ils continuèrent leur promenade entre les étals.
Élise connaissait manifestement tous les commerçants qui l'accueillaient avec une chaleur sincère. Elle marchandait avec bonne humeur, s'enquérait des nouvelles de leur famille, donnait des nouvelles de sa mère et de Margot. « Vous êtes une célébrité locale », plaisanta Julien. « C'est ça, la vie de province, tout le monde se connaît. » Elle acheta des tomates chez un maraîcher qui insista pour lui offrir un bouquet de basilic. Mes parents nous emmenaient au marché tous les samedis quand nous étions petites. C'était notre sortie de la semaine. Vous regrettez cette époque? Parfois. La vie était plus simple. Papa était encore là. Margot était encore une enfant insouciante. Et moi, je n'avais qu'à bien étudier pour rendre mes parents fiers. Elle contempla un étal de fleurs colorées. Mais je ne regrette pas vraiment. On ne peut pas revenir en arrière. Julien acheta impulsivement un bouquet de pivoines roses et les offrit à Élise, qui rougit de plaisir. Julien, il ne fallait pas... Si, il fallait. Pour vous remercier de me faire découvrir tout ça. Ils s'installèrent à la terrasse d'un petit café, face aux arcades. Julien commanda un verre de vin blanc de Savoie, qu'il ne connaissait pas, Élise un café. L'ambiance était détendue, presque festive. « Y a quoi vous pensez ?» demanda Élise, en voyant Julien observer les passants avec attention. « Je pense que j'ai vécu 38 ans sans vraiment vivre. » Il but une gorgée du vin local, frais et fruité. « Regardez ces gens, ils ont l'air vrais, authentiques, ils ne jouent pas un rôle. Vous jouiez un rôle, constamment. L'héritier modèle, le fiancé parfait, le patron irréprochable. Mais qui suis-je vraiment? Je commence seulement à le découvrir. » Une femme avec un bébé dans une poussette passa devant leur table. Le petit enfant gazouillait joyeusement, agitant ses petites mains potelées. Julien sentit son cœur se serrer. Quelques semaines plus tôt, ce spectacle l'aurait plongé dans une mélancolie profonde. Aujourd'hui, il ressentait une émotion différente, non plus du regret, mais une tendresse paisible. « Ça va ?» Élise avait remarqué son expression. « Oui, et c'était vrai. Pour la première fois depuis des mois, ça va vraiment. » Le soleil était haut quand ils rentrèrent à la propriété. Élise insista pour préparer le déjeuner avec les provisions du marché. Dans la cuisine ensoleillée, elle cuisina avec des gestes sûrs et naturels, parlant de recettes de sa grand-mère et de souvenirs d'enfance. Julien l'observait, fasciné par cette grâce simple qu'elle mettait dans chaque geste. Quand elle riait en racontant une anecdote, son visage s'illuminait d'une joie pure qui le bouleversait. « Julien ?» Sa voix l'interrompit dans sa contemplation. « Oui, merci pour cette matinée. Ça faisait longtemps que je ne m'étais pas sentie aussi légère. Moi aussi. » Ils mangèrent en silence, savourant les saveurs simples et authentiques du repas. Dehors, le lac scintillait sous le soleil de midi. Pour la première fois depuis des années, Julien se sentait parfaitement à sa place. Et cette place était auprès d'Élise. Les jours suivants s'écoulèrent dans une douceur nouvelle. Julien et Élise avaient trouvé un équilibre parfait. Elle continuait son travail dans la maison, mais ils partageaient désormais leurs repas et de longues conversations sur la terrasse. L'après-midi, quand Élise avait terminé, ils se promenaient le long du lac ou exploraient les petits villages environnants. Un mercredi soir, alors qu'ils regardèrent le coucher de soleil depuis le ponton de la propriété, Julien sentit que quelque chose avait changé. Élise était plus silencieuse qu'à l'ordinaire, comme si elle portait un poids invisible. « À quoi pensez-vous » demanda-t-il, en s'asseyant à côté d'elle sur les planches chauffées par le soleil. « À nous » répondit-elle simplement. Le cœur de Julien s'accéléra. « Qu'est-ce que vous voulez dire » Élise ramena ses genoux contre sa poitrine, regardant l'eau qui clapotait doucement contre les piliers du ponton. « Je pense à ce qui se passe entre nous, cette complicité. Cette tendresse. « Ça vous pose un problème ?» Ça me fait peur. Sa voix était à peine audible, parce que j'ai l'impression de revivre la même erreur qu'avec Théo, me laisser emporter par des sentiments sans réfléchir aux conséquences. Julien se tourna vers elle, le cœur battant. Quel sentiment! Élise ferma les yeux comme si elle rassemblait son courage. « Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de vous, Julien. Et c'est de la folie pure. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Julien contemplait cette femme extraordinaire qui venait de mettre des mots sur ce qu'il ressentait depuis des jours sans oser se l'avouer. « Pourquoi de la folie ?» murmura-t-il. «
parce que nous venons de deux mondes différents, parce que dans quelques semaines, vous retournerez à votre vraie vie, vos responsabilités, votre milieu, et moi, je resterai ici avec mon travail de femme de ménage et mes soucis d'argent. Et si je ne voulais pas retourner à cette vie? Élise ouvrit les yeux et le regarda avec surprise. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» Julien prit sa main dans la sienne. Sa peau était douce et chaude, marquée par le travail mais d'une féminité touchante. « Je veux dire que ces semaines avec vous ont été les plus vraies de toute ma vie. Vous m'avez fait découvrir qui je pouvais être quand je n'étais pas prisonnier des attentes des autres. » Julien, non, laissez-moi finir. Il resserra sa prise sur sa main. « Je me moque de nos différences sociales. Je me moque de l'argent et du qu'en dira-t-on. Ce qui compte, c'est ce que je ressens quand je suis avec vous. Cette paix, cette joie, cette impression d'être enfin moi-même. » Des larmes perlaient aux yeux d'Élise. « Et votre famille, votre entreprise? Ma famille ne m'a jamais aimé pour qui je suis vraiment. Quant à l'entreprise, » il contempla le lac qui rougeoyait sous le soleil couchant. « Peut-être qu'il est temps que je suive les conseils de mon grand-père, créer quelque chose qui vient du cœur plutôt que du calcul. Vous parlez sérieusement? » Très sérieusement. Il porta sa main à ses lèvres et y déposa un baiser tendre. « Élise, je vous aime. Je ne sais pas depuis quand exactement, mais je sais que c'est la première fois de ma vie que ce mot a un sens vrai. » Elle se tourna vers lui, le visage illuminé par l'émotion. « Moi aussi je vous aime, Julien. Depuis le jour où vous m'avez présenté des excuses au lieu de me renvoyer. Depuis que j'ai vu l'homme que vous étiez vraiment derrière le masque du milliardaire. » Ils s'embrassèrent, tandis que le soleil disparaissait derrière les montagnes, peignant le ciel de nuances dorées et pourpres. C'était un baiser plein de tendresse et de promesses, le sceau d'un amour qui avait grandi dans la simplicité et l'authenticité. Quand ils se séparèrent, Élise posa sa tête contre l'épaule de Julien. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On construit quelque chose ensemble, quelque chose de vrai. » Il caressa ses cheveux qui sentaient la lavande. « J'ai pensé à racheter un petit hôtel ici, près du lac, quelque chose d'intime, d'authentique, comme grand-père l'aurait voulu. Vous feriez ça? Avec vous, oui, si vous acceptez de m'épouser. » Élise se redressa, le regardant avec des yeux écarquillés. « Julien, vous me demandez en mariage? Je vous demande de partager ma vie, pour de vrai, pas un mariage de convenance ou de raison, mais un engagement total, vous et moi contre le monde entier, s'il le faut. » Des larmes de joie coulaient maintenant librement sur les joues d'Élise. « Oui, » chuchota-t-elle. « Oui, 1000 fois oui. » Ils passèrent la soirée à faire des projets, blottis l'un contre l'autre sur le canapé du salon. Julien parla de démissionner de l'empire familial, de racheter le petit hôtel-restaurant qu'ils avaient remarqué à Talloires. Élise évoqua timidement son rêve de reprendre ses études, peut-être d'écrire un jour. « Avec l'argent de la vente de mes parts dans l'entreprise familiale, nous pourrions vivre modestement mais confortablement, » expliqua Julien. « Vous pourriez reprendre l'université, et moi, je me concentrerai sur cet hôtel. Quelque chose de petit, de chaleureux. Et vos parents, ils accepteront ?» Julien eut un sourire amer. « Mes parents accepteront difficilement que j'épouse leur femme de ménage, mais c'est leur problème, pas le nôtre. Je vais leur annoncer dès demain. » Cette nuit-là, Élise resta dormir dans la maison pour la première fois. Ils ne firent que se tenir dans les bras l'un de l'autre, parlant jusqu'à l'aube de leurs rêves et de leur avenir commun. Au petit matin, regardant Élise endormie contre lui, ses cheveux épandus sur l'oreiller, Julien sut qu'il avait fait le bon choix. Pour la première fois de sa vie, il allait vivre pour lui-même, pour l'amour, pour l'authenticité, et peu importe les conséquences. Le lendemain matin, Julien prit la route de Lyon, le cœur lourd, mais déterminé. Il avait embrassé Élise une dernière fois devant la propriété, lui promettant de revenir le soir même avec sa liberté reconquise. « Tout va bien se passer », avait-elle murmuré en caressant sa joue, « et quoi qu'il arrive, nous serons ensemble. » Le siège social de la chaîne Morel occupait un immeuble haussmannien élégant dans le 6e arrondissement de Lyon. Julien gara sa Mercedes dans le parking réservé aux dirigeants et prit l'ascenseur jusqu'au dernier étage où se trouvaient les bureaux de direction. Sa secrétaire, Madame Cartier, faillit s'étouffer en le voyant arriver. « Monsieur Julien,
Enfin, nous vous cherchons depuis des semaines. Votre père veut vous voir immédiatement et il y a eu des appels de Paris, de Genève. Où sont mes parents? Dans le bureau de monsieur votre père. Ils vous attendent. » Julien traversa les couloirs feutrés qu'il connaissait depuis l'enfance. Ici, rien n'avait changé. Même moquette Bordeaux, même boiserie sombre, même atmosphère solennelle qui avait bercé sa jeunesse. Il frappa à la porte du bureau de son père et entra sans attendre de réponse. Philippe Morel, 63 ans, était assis derrière son imposant bureau d'acajou, le visage fermé. Sa mère, Marguerite, se tenait debout près de la fenêtre, élégante dans son tailleur Chanel noir. Tous deux affichaient cette expression contrôlée qu'il connaissait bien et qui ne présageait rien de bon. « Enfin !» dit son père d'une voix glaciale. « Monsieur daigne revenir. Bonjour papa, maman. » Julien referma la porte et s'avança vers eux, sans se laisser intimider par l'atmosphère hostile. « Tu sais que nous avons dû annuler 3 rendez-vous importants à cause de ton absence ?» continua Philippe. Les actionnaires suisses, le groupe hôtelier américain et le contrat avec les Japonais. Je sais, et j'en suis désolé, mais j'avais besoin de réfléchir. Réfléchir? Marguerite se tourna vers lui, les yeux étincelants de colère. Mais pendant que tu réfléchissais, la presse s'est interrogée sur ton absence, Camille a dû affronter seule les ragots du tout Paris, et nous avons dû inventer des excuses pour justifier ton comportement. Camille et moi, c'est terminé. Nous savons, dit sèchement son père. Elle nous a tout raconté, cette histoire de stérilité. Julien serra les poings. Camille avait trahi sa confidence, révélé son secret le plus intime à ses parents. Et alors, il faut gérer cette situation, reprit Marguerite. Nous avons pris rendez-vous avec les meilleures cliniques européennes. Il existe des solutions, des traitements expérimentaux? Non. Comment ça, non? Philippe se leva, la mâchoire crispée. « Tu es l'héritier unique de cette famille, tu as des responsabilités. » Justement, Julien s'assit dans le fauteuil face au bureau, feignant un calme qu'il ne ressentait pas. « Je viens vous annoncer que je renonce à ces responsabilités. » Le silence qui suivit était si lourd qu'on aurait pu l'entendre tomber. Marguerite pâlit et dut s'appuyer contre la fenêtre. « Tu renonces? À quoi exactement ?» demanda Philippe d'une voix dangereusement calme. « À tout, l'entreprise, l'héritage, ce rôle que vous m'avez imposé depuis l'enfance. Je vends mes parts et je recommence ailleurs. »« Tu es devenu fou ?» explosa sa mère. « 4 générations d'hommes ont bâti cet empire. Tu ne peux pas tout détruire à cause d'un caprice. »« Ce n'est pas un caprice, maman. C'est la première décision libre de ma vie. » Philippe contourna son bureau et se planta devant son fils. Et qu'est-ce qui nous vaut cette soudaine sagesse? Cette femme de ménage que ta mère a engagée? Julien tressaillit. Comment savait-il? Nous savons tout, Julien, continua sa mère avec un sourire méprisant. C'est Élise Laurent, 29 ans, pas d'études, pas de situation, famille de petits artisans. Tu crois vraiment qu'elle t'aime pour tes beaux yeux? Vous ne la connaissez pas. Nous la connaissons suffisamment. Philippe jeta un dossier sur le bureau. Enquête privée. Cette fille a eu une liaison récente avec un musicien de rue. Elle cherche visiblement un homme qui peut la sortir de sa condition. Et toi, dans ta fragilité post-rupture, tu es la proie idéale. Julien ouvrit le dossier et parcourut rapidement les photos d'Élise avec Théo. Son cœur se serra, mais il referma le dossier calmement. Peu importe son passé, je l'aime et elle m'aime. L'amour, ricana Marguerite. Tu parles comme un adolescent. Cette fille a flairé le bon filon, voilà tout. Et même si c'était vrai, Julien se leva, faisant face à ses parents. Même si elle ne m'aimait que pour mon argent, ce serait encore plus honnête que votre prétendu amour familial. Au moins, elle me rend heureux. Tu vas épouser cette domestique? Demanda Philippe, le visage déformé par le dégoût. Oui, et nous allons vivre à Annecy, loin de vous et de votre monde hypocrite. Marguerite porta la main à son cœur comme si elle faisait un malaise. « Tu nous tues, Julien. Littéralement. »« Non, maman, je me sauve. » Il se dirigea vers la porte, mais la voix de son père l'arrêta. « Si tu sors de ce bureau, tu ne remets plus jamais les pieds ici. Plus un centime, plus un contact, plus rien. Tu seras mort pour nous. » Julien se retourna une dernière fois. Ces 2 personnes qui l'avaient élevé lui paraissaient soudain étrangères, enfermées dans leur orgueil et leurs conventions. « Alors je serai mort pour vous.
mais enfin vivant pour moi. Il sortit sans un regard en arrière, traversa les couloirs sous les regards stupéfaits des employés et quitta définitivement l'Empire Morel. Dans sa voiture, avant de démarrer, il envoya un SMS à Élise. « C'est fait, je suis libre, et je t'aime. » La réponse arriva immédiatement. « Je t'aime aussi, pour toujours. » En reprenant la route d'Annecy, Julien ressentait un mélange de douleur et de soulagement. Il venait de rompre avec 38 années de vie conditionnée, de sacrifier la sécurité pour la liberté. Mais quand il imagina le sourire d'Élise l'accueillant à son retour, il sut qu'il avait fait le bon choix. L'homme qui roulait vers Annecy n'était plus Julien Morel, héritier, c'était simplement Julien amoureux et libre. 3 semaines plus tard, par une matinée ensoleillée de juin, Julien ajustait sa cravate devant le miroir de la petite chambre d'hôtel qu'il occupait à Annecy. Il avait choisi un costume simple, bleu marine, loin de l'élégance ostentatoire qu'on attendait de lui dans son ancienne vie. Aujourd'hui, il épousait Élise. Depuis sa rupture avec sa famille, tout s'était enchaîné rapidement. Il avait vendu ses parts de l'entreprise Morel à un consortium d'investisseurs, récupérant une somme confortable qui lui permettrait de vivre modestement mais dignement. Il avait aussi fait une offre pour le petit hôtel-restaurant de Talloires dont ils avaient rêvé. « Monsieur Morel ?» La voix de Pierre, le témoin qu'il avait choisi, le maire d'Annecy qui était devenu un ami, l'interrompit dans ses pensées. « Il est temps d'y aller. » L'église Sainte-Bernadette, petite église de quartier aux pierres blondes, était décorée simplement de bouquets de pivoine et de lavande. Quelques personnes avaient pris place sur les bancs. La mère d'Élise, Marie-Claire, une femme élégante aux cheveux gris qui ressemblait trait pour trait à sa fille. Margot, la petite sœur, radieuse dans sa robe rose pâle. Quelques amis d'Élise qu'il avait appris à connaître. Du côté de Julien, les bancs étaient vides. Ses parents avaient tenu parole. Il était mort pour eux. Le prêtre, Père Martin, un homme âgé aux yeux bienveillants, s'approcha de lui. « Nerveux ? Un peu, avoua Julien, mais pas pour les raisons qu'on pourrait croire. « Ah ? J'ai peur de ne pas être à la hauteur d'une femme comme Élise. Elle mérite tellement mieux qu'un homme perdu qui recommence sa vie à zéro. » Le Père Martin sourit. « Mon fils, j'ai béni des centaines de mariages. Croyez-moi, un homme qui doute de mériter sa future épouse est exactement le genre d'homme qui la mérite. » L'orgue résonna soudain, et Julien se tourna vers la porte de l'église. Son cœur s'arrêta. Élise remontait l'allée au bras de sa mère, éblouissante dans une robe de dentelle crème qu'elle avait trouvée dans une boutique vintage d'Annecy. Ses cheveux étaient relevés en un chignon souple d'où s'échappaient quelques mèches bouclées, et elle portait un simple collier de perles qui avait appartenu à sa grand-mère. Mais ce qui frappa Julien, ce fut son sourire. Un sourire de bonheur pur, sans artifice, qui illuminait tout son visage et faisait briller ses yeux verts comme des émeraudes. Quand elle arriva à sa hauteur, Marie-Claire plaça la main de sa fille dans celle de Julien avec un sourire ému. « Prenez soin d'elle, » murmura-t-elle. « C'est un trésor. »« Je le sais, » répondit Julien avec gravité. « Je vous le promets. » La cérémonie fut simple et émouvante. Ils avaient écrit leurs vœux eux-mêmes, s'exprimant avec des mots simples mais sincères. « Élise, » dit Julien d'une voix légèrement tremblante, « tu m'as appris que l'amour véritable n'a rien à voir avec l'argent ou le statut social. Tu m'as montré qui je pouvais être quand je cessais de jouer un rôle. Grâce à toi, j'ai découvert que la richesse véritable, c'est d'être aimé pour qui on est vraiment. Je promets de te chérir, de te respecter et de construire avec toi une vie authentique, loin des faux semblants. » Élise avait les larmes aux yeux quand vint son tour. « Julien, tu es arrivé dans ma vie au moment où j'avais cessé de croire aux contes de fées. Mais tu m'as prouvé que l'amour existe, qu'il peut transformer les cœurs et changer les destins. Tu as renoncé à ton monde pour moi, mais tu m'as surtout donné le plus beau des cadeaux, la confiance en l'avenir. Je promets de t'aimer dans la joie comme dans l'épreuve, dans la richesse comme dans la simplicité. » Quand le Père Martin prononça les mots rituels, « Vous pouvez embrasser la mariée », Julien prit le visage d'Élise entre ses mains et l'embrassa avec une tendresse infinie. Dans ce baiser, il y avait toute leur conversation matinale, tout leur rire partagé, toute leur confidence.
La sortie de l'église fut joyeuse, les quelques invités leur jetèrent des pétales de rose, et Margot, émue aux larmes, serra sa sœur dans ses bras. « Tu es magnifique » murmura-t-elle. « Et lui, il a l'air de t'aimer vraiment. »« Il m'aime vraiment » confirma Élise, en regardant Julien avec adoration. Le repas de noces eut lieu dans un petit restaurant familial au bord du lac. Rien à voir avec les réceptions fastueuses auxquelles Julien était habitué, mais l'atmosphère était chaleureuse et authentique. Marie-Claire avait insisté pour prendre en charge une partie des frais, malgré les protestations de Julien. « Laissez-moi garder ma fierté », avait-elle dit avec un sourire. « C'est le mariage de ma fille, j'y contribue à ma mesure. » Pendant le repas, Julien observait sa nouvelle famille avec émotion. Ces gens simples, généreux, l'avaient accueilli sans arrière-pensée, malgré leurs différences de milieu. Marie-Claire lui parlait de sa défunte belle-mère, Margot lui racontait ses projets d'études littéraires qu'elle pourrait enfin poursuivre grâce à une bourse obtenue au mérite. « Vous avez de la chance », lui dit Marie-Claire en aparté. « Élise est une fille exceptionnelle. Elle a sacrifié ses rêves pour nous, mais elle l'a fait sans amertume, avec amour. Je sais, et je compte bien l'aider à rattraper le temps perdu. Alors vous avez ma bénédiction. » Le soir tombait quand les jeunes mariés prirent congé de leurs invités. Ils avaient loué une petite maison à Talloires pour leur nuit de noces, en attendant de pouvoir s'installer définitivement. Main dans la main, ils marchèrent le long du lac sous les étoiles naissantes. Élise avait troqué sa robe de mariée contre une simple robe d'été, mais elle gardait encore dans ses cheveux quelques épingles ornées de petites perles. « Madame Morel », dit Julien en s'arrêtant pour la regarder. « Ça sonne étrange », rit Élise. « Mais j'aime bien. Vous regrettez ? Regrettons quoi ? D'avoir épousé un homme ruiné qui recommence sa vie à zéro. » Élise se tourna vers lui, le visage grave. « Julien, regardez-moi bien. Vous n'êtes pas ruiné. Vous êtes riche de votre courage, de votre authenticité, de votre capacité à changer. Et moi, je suis l'épouse de l'homme que j'aime, dans l'endroit le plus beau du monde. Comment pourrais-je regretter ?» Ils s'embrassèrent sous la voûte étoilée, unis désormais par les liens du mariage, mais surtout par un amour profond et véritable. Cette nuit-là, dans leur petite maison face au lac, ils s'aimèrent avec passion et tendresse, scellant leur union non seulement devant Dieu et les hommes, mais dans l'intimité de leur cœur. Julien Morel était mort. Julien tout court venait de naître, et il était l'homme le plus heureux du monde. L'été s'écoula comme un rêve. Julien et Élise s'installèrent dans leur petit chalet à Talloires, une maison de bois et de pierre avec vue sur le lac, qu'ils louaient en attendant la finalisation de l'achat de l'hôtel-restaurant. Julien découvrait les joies simples de la vie de couple. Se réveiller chaque matin près de la femme qu'il aimait, prendre le petit déjeuner sur la terrasse en regardant les montagnes, faire les courses ensemble au marché. Tout ce qui lui avait semblé trivial prenait désormais une saveur particulière. « Tu es heureux ?» lui demanda Élise un matin d'août, alors qu'ils prenaient leur café face au lac. « Plus que je ne l'ai jamais été », répondit-il sincèrement. « Et toi, tu ne regrettes pas ta vie d'avant ?»« Quelle vie d'avant ?» rit-elle. « Nettoyer des maisons et m'inquiéter pour l'avenir de Margot. Non, vraiment, je ne regrette rien. » Élise avait repris ses études par correspondance, suivant un cursus de littérature moderne à l'université de Savoie. Le soir, elle étudiait sur la table de la cuisine pendant que Julien préparait les dossiers pour l'hôtel. Cette complicité studieuse les enchantait tous les deux. « J'ai une nouvelle », annonça Julien un jeudi matin en revenant de la banque. « L'affaire de l'hôtel est conclue. Nous en sommes propriétaires. » Élise poussa un cri de joie et se jeta dans ses bras. L'auberge du Lac Bleu était un petit établissement de 12 chambres, avec un restaurant réputé pour sa cuisine régionale. Les anciens propriétaires, un couple âgé, souhaitaient prendre leur retraite et avaient été séduits par le projet de Julien de préserver l'âme familiale de l'endroit. « Quand est-ce qu'on peut commencer les travaux ?» demanda Élise, les yeux brillants d'excitation. « Dès la semaine prochaine, mais ce seront des rénovations légères. L'essentiel est de moderniser l'équipement tout en gardant le charme authentique. » Ils passèrent l'après-midi à visiter leur futur établissement, prenant des notes et imaginant les améliorations possibles. Julien était ému de voir à quel point Élise s'investissait dans ce projet,
proposant des idées créatives pour la décoration et l'aménagement. On pourrait créer un petit coin lecture dans le salon, suggéra-t-elle, avec les livres de votre grand-père et d'autres ouvrages sur la région. Les clients aimeraient ça. Excellente idée. Et dans la salle de restaurant, on pourrait exposer des photos anciennes du lac et des montagnes, donner une âme historique au lieu. Leur enthousiasme était communicatif. Julien retrouvait la passion que son grand-père avait décrite dans ses écrits, l'amour de l'hospitalité authentique, le plaisir d'accueillir et de créer du bonheur. Fin août, ils reçurent une visite inattendue. Marie-Claire et Margot arrivèrent un dimanche matin, chargés de provisions pour un pique-nique familial. « Comment va ma fille préférée ?» demanda Marie-Claire en embrassant Élise. « Votre fille unique, vous voulez dire, » rit Margot. « Mais ça va, maman. J'ai eu mes résultats de bac. Mention bien. » Les félicitations fusèrent. Margot avait obtenu son baccalauréat littéraire avec d'excellents résultats et s'apprêtait à intégrer l'université de Chambéry en septembre. « Grâce à vous, » dit-elle en serrant la main de Julien. « Sans votre soutien moral à Élise, elle n'aurait pas pu m'encourager comme elle l'a fait. » Julien était touché par cette reconnaissance. Il n'avait rien fait d'extraordinaire, simplement aimé une femme remarquable qui avait su transmettre sa confiance à sa sœur. Pendant le pique-nique au bord du lac, Marie-Claire prit Julien à part. « Je voulais vous remercier, » dit-elle simplement. « Élise rayonne de bonheur. Je ne l'avais plus vue comme ça depuis la mort de son père. C'est elle qui m'a rendu heureux, Madame Laurent. Appelez-moi Marie-Claire. Nous sommes de la même famille maintenant. » Elle sourit avec malice. « Et puis, j'ai une confidence à vous faire. »« Laquelle ? » ?»« Au début, j'étais inquiète. Un homme de votre milieu qui épouse ma fille. Je me demandais si c'était sérieux, si vous ne vous lasseriez pas. Et maintenant, je vois que vous l'aimez vraiment. Pas comme un caprice de riche qui s'encanaille, mais comme un homme qui a trouvé sa moitié. » Cette conversation réconforta Julien. Être accepté par la famille d'Élise lui importait plus qu'il ne l'aurait cru. Le soir, quand Marie-Claire et Margot repartirent pour Chambéry, Élise et Julien restèrent sur la terrasse à regarder les dernières lueurs du couchant. « À quoi tu penses ?» demanda Élise, levée contre lui. « À ça, à nous, à cette nouvelle vie qu'on construit ensemble. » Il caressa ses cheveux. « Il y a 6 mois, j'étais un homme brisé qui ne croyait plus en rien. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma vraie place dans le monde. Tu ne regrettes vraiment jamais? Le confort, l'argent, le pouvoir ?» Julien réfléchit honnêtement. « Parfois je pense à la facilité qu'offrait l'argent. Mais quand je me réveille à côté de toi, quand je vois ton sourire, quand nous travaillons ensemble sur nos projets, non, je ne regrette rien. Et si nous n'arrivons pas à faire marcher l'hôtel, si nous échouons, alors nous échouerons ensemble. Et nous recommencerons autre chose, toujours ensemble. » Élise se tourna vers lui, les yeux brillants d'émotion. « Je t'aime, Julien, de tout mon cœur. Moi aussi je t'aime, pour toujours. » Cette nuit-là, ils firent l'amour avec une tendresse particulière, scellant une fois de plus leur engagement mutuel. Dans leurs bras, Julien trouvait une plénitude qu'aucune richesse matérielle ne lui avait jamais procurée. Il s'endormit en pensant qu'il était l'homme le plus riche du monde, riche d'amour, d'espoir et d'authenticité. Tout ce qui comptait vraiment. Septembre arriva avec ses premiers frimas. L'auberge du Lac Bleu était presque prête à rouvrir après 2 mois de rénovation. Julien et Élise avaient travaillé d'arrache-pied pour que tout soit parfait pour l'inauguration prévue début octobre. Mais depuis quelques jours, Julien remarquait qu'Élise était différente. Elle semblait fatiguée, parfois distraite, et il l'avait surprise plusieurs fois, la main posée sur son ventre, l'air songeur. « Tout va bien, ma chérie ?» demanda-t-il un matin en la voyant repousser son café avec une grimace de dégoût. « Oui, bien sûr, juste un peu fatigué par tous ces travaux. » Mais Julien n'était pas convaincu. Il connaissait maintenant chaque expression de sa femme, chaque nuance de son humeur. Quelque chose la préoccupait. Le samedi soir, alors qu'ils dînaient en tête-à-tête dans leur chalet, Élise toucha à peine à son plat. Elle regardait par la fenêtre, perdue dans ses pensées, tournant machinalement son alliance autour de son doigt. « Élise !» Sa voix était douce mais ferme. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Elle sursauta, comme tirée d'un rêve. « Rien, je... Ne me mens pas.
Nous nous sommes promis d'être honnêtes l'un envers l'autre. Qu'est-ce qui te tracasse? Élise le regarda longuement, ses yeux verts reflétant une émotion complexe mêlée d'inquiétude et d'autres choses qu'il ne parvenait pas à identifier. Si je te dis quelque chose d'important, tu me promets de m'écouter jusqu'au bout avant de réagir? Le cœur de Julien se mit à battre plus fort. Bien sûr, tu peux tout me dire. Élise prit une profonde inspiration, comme si elle rassemblait son courage. Julien, je crois que je suis enceinte. Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Julien la regardait fixement, incapable de traiter l'information. Les mots résonnaient dans sa tête sans qu'il parvienne à en saisir le sens. « Enceinte ?» répéta-t-il faiblement. « J'ai fait un test ce matin, positif. » Sa voix tremblait légèrement. « Je sais ce que tu penses. Je sais que tu es stérilité, que c'est impossible, mais... Alors c'est impossible, » coupa Julien, sa voix devenant plus dure. « Les médecins ont été formels. Je ne peux pas avoir d'enfant. » Élise pâlit. « Julien, laisse-moi t'expliquer. » « M'expliquer quoi ?» Il se leva brusquement, renversant sa chaise. « Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Tu es enceinte et ce n'est pas de moi. »« Si, laisse-moi parler. »« De qui ?» Sa voix montait, chargée de douleur et de colère. « De ce musicien? De Théo? » « Non. » Élise se leva à son tour, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas ce que tu crois. Alors explique-moi comment la femme d'un homme stérile peut être enceinte. » Élise prit ses mains tremblantes dans les siennes. « Parce que tu n'es pas le père biologique, mais... » Julien retira ses mains violemment. « Donc j'avais raison, ce n'est pas de moi. Non, tu ne comprends pas. » Elle pleurait maintenant, désespérée de le voir s'enfermer dans sa colère. « Cette grossesse, elle date d'avant notre mariage, d'avant qu'on se rencontre. » Julien la regarda comme si elle venait de le gifler. « Quoi ? J'étais déjà enceinte quand je suis arrivé pour nettoyer la maison, de quelques semaines seulement. Je ne le savais même pas encore. Tu étais enceinte ?» Il recula, le visage décomposé. « Pendant tout ce temps, pendant qu'on tombait amoureux, pendant qu'on se mariait? Oui, mais... Et tu ne m'as rien dit. » Sa voix était maintenant glaciale. « Tu m'as laissé croire que nous construisions quelque chose ensemble alors que tu portais l'enfant d'un autre. Je ne savais pas comment te le dire. J'avais peur de te perdre. Tu avais peur de perdre ton ticket de sortie, tu veux dire. » Le coup porta. Élise chancela comme s'il l'avait frappé physiquement. « Comment peux-tu dire ça? »« Parce que c'est la vérité, » explosa Julien. « Mes parents avaient raison. Tu as vu le pigeon parfait, un homme riche, brisé, vulnérable. Tu t'es dit que si tu jouais bien tes cartes, tu pourrais me faire endosser la paternité d'un enfant qui n'est même pas le mien. »« Non !» hurla Élise. « Ce n'est pas vrai. Je t'aime. Tu aimes ma fortune, tu aimes la sécurité que je représente. Mais moi, l'homme que je suis vraiment? Non, ça, tu t'en moques ?» Élise s'effondra sur sa chaise, secouée de sanglots. « Julien, s'il te plaît, écoute-moi. J'en ai assez entendu. » Il prit ses clés de voiture sur la table. « J'ai besoin d'air. Où tu vas? Loin d'ici, loin de toi et de tes mensonges. » Il claqua la porte et monta dans sa voiture. Élise sortit en courant, pieds nus dans la nuit fraîche. « Julien, reviens, s'il te plaît !» Mais il était déjà parti, laissant derrière lui la femme qu'il aimait effondrée dans l'allée, seule avec sa douleur et son secret enfin révélé. En roulant dans la nuit noire vers Lyon, Julien sentait son cœur se briser à nouveau. Toutes ses craintes, tous ses doutes revenaient en force. Il avait cru à l'amour véritable, à l'authenticité, à la sincérité. Et voilà qu'il découvrait que tout n'était qu'une construction, une illusion. Élise était enceinte d'un autre homme. Elle lui avait menti pendant des mois. Elle l'avait épousé, en sachant qu'elle portait un enfant qui n'était pas le sien. Comment pourrait-il jamais lui pardonner une telle tromperie? La route défilait sous ses phares, et avec elle s'éloignait tout ce qu'il avait cru construire de vrai et de beau. Julien roula toute la nuit, sans destination précise. Il évitait Lyon, où l'attendaient les ruines de son ancienne vie, et Annecy, où l'attendait une femme qu'il ne savait plus comment aimer. Il finit par s'arrêter dans un petit hôtel de Bourg-en-Bresse, épuisé et le cœur en lambeaux.
Dans la chambre impersonnelle aux murs beige, il contempla son téléphone qui affichait 17 appels manqués d'Élise et autant de messages. Il les effaça tous, sans les lire. Comment avait-il pu être si naïf? Comment avait-il pu croire qu'une femme comme Élise puisse l'aimer sincèrement? Ses parents avaient eu raison depuis le début. Elle avait profité de sa vulnérabilité pour s'assurer un avenir confortable. Le lendemain matin, il reçut un appel de Marie-Claire. « Julien, mon Dieu, enfin, Élise est dans tous ses états. Elle m'a tout raconté. Il faut que vous rentriez. Il faut que vous l'écoutiez. Il n'y a rien à écouter, Madame Laurent. Votre fille m'a menti pendant des mois. Elle avait peur. Vous ne comprenez pas. Je comprends très bien. Au revoir. » Il raccrocha et éteignit son téléphone. Les jours suivants se fondirent dans une brume de colère et de désespoir. Julien errait de ville en ville, d'hôtel en hôtel, fuyant non seulement Élise, mais aussi lui-même. Il but plus qu'il n'aurait dû, mangea à peine, dormait mal. Le 5e jour, dans un bar de Mâcon, où il noyait sa peine dans un whisky, il rencontra Bernard, un homme de son âge aux cheveux grisonnants qui buvait seul au comptoir. « Vous avez l'air d'un homme qui a des problèmes », dit Bernard après avoir commandé une nouvelle tournée. « On peut dire ça. »« Femme ? Femme !» Julien vida son verre d'un trait. « Elle m'a menti, pendant des mois. »« Ah !» Bernard hocha la tête avec compassion. « Ma femme aussi m'a menti. Enfin, ex-femme maintenant. Elle me trompait avec mon meilleur ami. 20 ans de mariage foutus en l'air. Comment vous avez fait pour surmonter ça? Je ne sais pas si j'ai surmonté, mais j'ai appris quelque chose. Quoi? Que parfois, on ment par lâcheté, pas par méchanceté. Ma femme, elle n'était pas foncièrement mauvaise. Elle était juste faible. Ça ne pardonne pas le mensonge, mais ça aide à comprendre. » Bernard régla sa consommation et se leva. « Bonne chance, mon vieux. Et n'oubliez pas, la vie est trop courte pour la passer à haïr. » Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Julien. Élise avait-elle menti par méchanceté ou par peur? Il repensa à leur rencontre, à leur conversation, à tous ces moments de bonheur authentique qu'ils avaient partagés. Comment tout cela pouvait-il n'être qu'une comédie? Le lendemain, il se réveilla dans sa chambre d'hôtel avec une gueule de bois monumentale et une clarté soudaine. Il ralluma son téléphone et lut enfin les messages d'Élise. Le premier, envoyé le soir de leur dispute, « Julien, je t'en supplie, reviens, laisse-moi t'expliquer. Ce que tu penses n'est pas la vérité. » Le dernier, reçu la veille, « Je t'aime. Quoi que tu crois, quoi que tu penses de moi, cela ne changera jamais. Je t'attendrai. » Entre les deux, des dizaines de messages où elle implorait son pardon, expliquait sa peur, jurait de son amour sincère. Julien s'assit sur le bord du lit, la tête dans les mains. Et si elle disait la vérité? Et si sa peur avait été plus forte que sa volonté de transparence? Et si, au lieu de la fuir, il devait l'écouter vraiment? Il se souvint du journal de son grand-père, de cette phrase qu'il avait lue. « L'amour véritable pardonne tout, comprend tout, espère tout. » Son grand-père avait-il raison? L'amour pouvait-il survivre au mensonge si ce mensonge venait de la peur et non de la malveillance? Julien se leva et prit une douche. Pour la première fois depuis une semaine, il se rasa et s'habilla correctement. Il avait une décision à prendre. Dans le hall de l'hôtel, il croisa une jeune femme avec un bébé dans les bras. L'enfant gazouillait joyeusement, agrippant le doigt de sa mère avec ses petites mains. La mère souriait avec une tendresse infinie, comme si rien d'autre au monde n'existait que ce petit être. Julien s'arrêta, frappé par cette image. Cet enfant qu'Élise portait, peu importait qui était le père biologique. Ce qui comptait, c'était qui choisirait de l'aimer, de l'élever, de lui donner un nom et une famille. Son grand-père lui-même n'avait-il pas écrit que l'héritage le plus précieux n'était pas le sang, mais l'amour? Il sortit de l'hôtel et monta dans sa voiture. Il était temps de rentrer, temps d'écouter vraiment la femme qu'il aimait et de comprendre pourquoi elle avait eu si peur de lui dire la vérité. En roulant vers Annecy, Julien sentait son cœur se réchauffer progressivement. La colère cédait la place à une immense fatigue, et cette fatigue a un espoir ténu. Peut-être leur amour était-il assez fort pour survivre à cette épreuve. Peut-être pouvaient-ils encore croire en Élise, en eux, en l'avenir qu'ils avaient rêvé de construire ensemble. Il accéléra,
pressé soudain de retrouver sa femme et de découvrir enfin toute la vérité. Quand Julien arriva devant leur chalet à Talloires, il était près de minuit. Les fenêtres étaient éteintes, mais une lumière douce filtrait depuis la cuisine. Il resta un moment dans sa voiture, le cœur battant, rassemblant son courage. Il poussa doucement la porte d'entrée. Élise était assise à la table de la cuisine, une tasse de tisane fumante devant elle, des mouchoirs éparpillés autour d'elle. Elle avait maigri en une semaine, ses joues étaient creusées, ses yeux rougis par les larmes. Quand elle le vit, elle se leva d'un bond, le visage illuminé d'espoir et de soulagement. « Julien, tu es revenu ?» ?»« Oui. » Sa voix était rauque d'émotion. « Je suis revenu pour t'écouter, vraiment t'écouter. » Élise vacilla légèrement, comme si la tension de ces derniers jours se relâchait d'un coup. Il s'avança et la rattrapa par les épaules. « Assieds-toi, tu es épuisée. » Elle obéit, le regardant avec une gratitude mêlée d'appréhension. « Tu veux que je te raconte tout ?» « Tout, depuis le début, la vérité complète. » Élise prit une profonde inspiration et commença, d'une voix tremblante mais déterminée. « Théo, le musicien dont je t'ai parlé, nous nous sommes rencontrés en mars à Chambéry. Il donnait un concert dans la rue, devant la cathédrale. Ses yeux se perdirent dans le vague. Il était éblouissant, talentueux, passionné, libre, tout ce que je n'étais pas. » Julien serra les poings, mais ne dit rien. Nous avons vécu une histoire intense, mais brève. 2 mois, pas plus. Il parlait de partir en tournée, de découvrir l'Europe avec sa musique. Moi, j'étais coincé par mes responsabilités familiales. Elle s'essuya les yeux avec un mouchoir. Un soir d'avril, nous avons fait l'amour sans précaution. J'étais amoureuse, inconsciente. Et il est parti le lendemain matin. Il m'a dit qu'il avait rencontré quelqu'un d'autre, une fille qui pouvait le suivre dans ses voyages, que moi, j'étais trop enraciné pour lui. Sa voix se brisa. Il est parti sans même me dire au revoir. Julien sentit une colère sourde monter en lui, mais pas contre Élise, contre cet homme qui avait abandonné une femme exceptionnelle. Continue. J'étais anéanti, pas seulement par la rupture, mais par ma naïveté. J'avais cru à ses promesses, à ses déclarations d'amour. Elle but une gorgée de tisane d'une main tremblante. Quelques semaines plus tard, ta mère m'a contacté pour le travail ici. J'avais besoin d'argent, de changer d'air. J'ai accepté. Tu savais que tu étais enceinte? Non, je l'ai découvert seulement. Elle hésita. Le jour où tu m'as demandé en mariage, Julien accusa le coup. Ce jour-là, j'avais du retard, des nausées. J'ai fait un test dans l'après-midi, avant que tu rentres de ta promenade. Quand tu m'as parlé de mariage, j'étais encore sous le choc. Les larmes coulaient maintenant librement sur ses joues. J'aurais dû te le dire immédiatement, mais j'avais tellement peur. Peur de quoi? Peur que tu penses exactement ce que tu as pensé l'autre soir, que j'avais profité de toi, que je te manipulais. Elle le regarda droit dans les yeux. Julien, je t'aimais déjà, vraiment, profondément. L'idée de te perdre me terrifiait. Alors tu as préféré me mentir. Je ne t'ai pas menti, protesta-t-elle. Je ne t'ai jamais dit que cet enfant était de toi. J'ai juste reporté la conversation. En espérant quoi? Que je ne m'en rendrais jamais compte? En espérant trouver le courage de te le dire quand notre amour serait assez fort pour survivre à cette révélation. Elle se leva et s'approcha de lui. Julien, cet enfant, je ne l'ai pas voulu. C'est le fruit d'une erreur, d'une naïveté. Mais depuis que je sais qu'il existe... Quoi? Je l'aime déjà. Pas parce que c'est l'enfant de Théo, mais parce que c'est mon enfant. Une partie de moi. Elle posa une main protectrice sur son ventre encore plat. Et si tu peux l'accepter, il pourrait devenir notre enfant. Le silence s'installa entre eux. Julien contemplait cette femme qui venait de lui révéler toute la vérité, avec ses zones d'ombre et ses erreurs. Pourquoi? Demanda-t-il finalement. Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui t'a décidé à tout me dire? Parce que je ne pouvais plus supporter ce poids, et parce que... Elle hésita, parce que j'ai commencé à montrer. Dans quelques semaines, ça deviendrait évident. Je préférais que tu l'apprennes de moi plutôt que de ton observation. Julien ferma les yeux, essayant d'assimiler toutes ces informations. Élise n'avait pas cherché à le piéger.
Elle avait eu peur, elle avait repoussé une conversation difficile, mais elle n'avait pas agi par calcul. « Tu as pensé à interrompre cette grossesse ?» Oui, sa réponse était un murmure. « Pendant des semaines, je me suis dit que ce serait plus simple, pour tout le monde. Et qu'est-ce qui t'en a empêché? Toi. » Elle le regarda avec une intensité bouleversante. « Ton histoire, ta souffrance de ne pas pouvoir avoir d'enfant. Je me suis dit que peut-être que ce bébé était un cadeau du destin, une façon de guérir tes blessures et les miennes. » Julien ouvrit les yeux et la regarda vraiment. Cette femme qu'il aimait, qui avait commis des erreurs mais qui les assumait maintenant avec courage. « Élise, je sais que je n'ai pas le droit de te demander pardon. Je sais que la confiance, ça se mérite et que je l'ai trahi. » Elle s'agenouilla devant lui, prenant ses mains dans les siennes. « Mais si tu peux me donner une chance, une seule chance, je te promets qu'il n'y aura plus jamais de secret entre nous. » Julien contempla leurs mains entrelacées, ces mains qui avaient travaillé ensemble, rêvé ensemble, construit ensemble. « Élise, je t'aime, Julien. Toi, pas ton argent, pas ta sécurité. Toi, l'homme qui lit Stendhal, qui s'émerveille devant un marché de province, qui rêve d'hôtels authentiques. L'homme qui m'a appris que l'amour pouvait exister vraiment. » Une larme roula sur la joue de Julien. « Et moi, je t'aime. Toi qui m'as appris à être moi-même. Toi qui as sacrifié tes rêves pour ta famille. Toi qui vois la beauté dans les choses simples. » Il se pencha et prit son visage entre ses mains. « Pardonne-moi de ne pas t'avoir fait confiance. Pardonne-moi d'avoir cru le pire de toi. Tu me pardonnes. Je te pardonne. Et je veux essayer de comprendre, de construire quelque chose avec cet enfant. Notre enfant. » Ils s'embrassèrent à travers leurs larmes, retrouvant dans ce baiser toute la tendresse qu'ils avaient cru perdue. 6 mois plus tard, le cri du bébé résonna dans la petite maternité d'Annecy, suivi immédiatement des pleurs de joie d'Élise. Julien, en blouse verte, tenait la main de sa femme, le visage baigné de larmes d'émotion. « C'est une fille !» annonça le médecin en présentant le petit être rouge et fripé. « Elle est magnifique !» Élise tendit les bras pour accueillir sa fille, et Julien découvrit avec émerveillement ce petit visage parfait, ses yeux qui papillonnaient déjà, cette bouche minuscule qui protestait énergiquement contre sa sortie du ventre maternel. « Bonjour ma puce !» murmura Élise, rayonnante malgré la fatigue. « Bonjour Clémence. » Ils avaient choisi ce prénom ensemble, durant les longues soirées d'hiver où ils préparaient l'arrivée du bébé. Clémence, comme la Clémence que Julien avait trouvée dans son cœur pour accepter et aimer cet enfant qui n'était pas biologiquement le sien. « Papa veut la prendre ?» demanda l'infirmière en souriant. « Papa !» Le mot résonna comme une musique dans l'esprit de Julien. Il prit délicatement le bébé dans ses bras, découvrant avec stupeur la légèreté et la fragilité de ce petit être. Clémence ouvrit les yeux et sembla le regarder directement, comme si elle le reconnaissait déjà. « Bonjour ma princesse », chuchota-t-il, la voix étranglée d'émotion. « Papa est là, papa sera toujours là. » Ces 6 derniers mois avaient été un voyage extraordinaire. Après leur réconciliation, Julien et Élise avaient tout reconstruit sur des bases nouvelles, plus solides. L'auberge du Lac Bleu avait ouvert ses portes en novembre et connaissait déjà un succès prometteur. Les clients appréciaient l'atmosphère authentique et chaleureuse que le couple avait su créer. Élise avait repris ses études avec une motivation décuplée, jonglant entre les cours par correspondance, la gestion de l'hôtel et sa grossesse. Julien l'admirait chaque jour davantage pour sa force et sa détermination. Ensemble, ils avaient préparé l'arrivée de Clémence avec un bonheur mêlé d'appréhension. Julien avait consulté des psychologues pour comprendre comment être un bon père adoptif. Élise s'était inquiétée de sa capacité à concilier maternité et études. « On y arrivera », lui répétait Julien quand elle doutait. « Ensemble, on peut tout affronter. » Et maintenant, cette petite fille était là, dans ses bras, et Julien découvrait qu'il était capable d'un amour immédiat et inconditionnel pour cet enfant qui ne partageait pas ses gènes, mais qui partagerait sa vie. « Elle te ressemble », dit-il à Élise en remarquant la forme des yeux de Clémence. « Tu crois ?» Élise souriait, épuisée mais heureuse. « J'espère qu'elle aura ton caractère.
ta générosité et ta capacité de pardon. Quelques heures plus tard, dans la chambre de maternité, ils reçurent leur première visite. Marie-Claire arriva avec Margot, toutes deux les bras chargés de cadeaux et d'émotions. « Ma petite fille !» s'exclama Marie-Claire en prenant délicatement Clémence. « Elle est parfaite. » Margot, maintenant étudiante brillante en littérature, contemplait sa nièce avec émerveillement. « Elle va avoir de la chance, cette petite, avec des parents comme vous. »« On dit parents » répéta Julien en regardant Élise. Le mot avait un goût de miracle. Le lendemain, ils rentrèrent chez eux, dans leur chalet face au lac. Julien avait aménagé une nurserie dans l'ancienne chambre d'amis, avec des tons pastels et des peluches douces. Sur la commode, il avait placé une photo de son grand-père Émile, souriant devant son premier autel. « Tu crois qu'il aurait été fier ?» demanda-t-il à Élise en berçant Clémence qui s'endormait paisiblement. « J'en suis sûr. Il aurait adoré cette petite fille du cœur. » Le soir, quand Clémence dormait dans son berceau, Julien et Élise s'installaient sur la terrasse pour regarder le coucher de soleil sur le lac. Ces moments de paix leur semblaient précieux, après les bouleversements qu'ils avaient traversés. « Tu regrettes parfois ?» demanda Élise une semaine après leur retour. « Ta vie d'avant, ta famille, ta fortune. » Julien réfléchit honnêtement. « Tu sais ce que je regrette? De ne pas avoir eu le courage de changer plus tôt. » Il la prit dans ses bras. « Cette vie que nous avons construite, elle vaut tous les empires du monde. Même si nous ne sommes pas riches, surtout parce que nous ne sommes pas riches, nous avons l'essentiel, l'amour, l'authenticité, et maintenant cette petite merveille qui va grandir dans la vérité et la simplicité. » Un mois plus tard, ils organisèrent le baptême de Clémence dans la même petite église où ils s'étaient mariés. Le père Martin, ému, bénit cet enfant qui incarnait l'amour choisi plutôt que subi. « Cette petite fille a déjà eu de la chance, » dit-il pendant la cérémonie. « Elle a un père qui l'a choisi par amour et une mère qui l'a portée avec courage. C'est ça, la vraie famille, celle qu'on construit avec le cœur. » Ce soir-là, en regardant Clémence dormir paisiblement dans son berceau, Julien repensa au chemin parcouru. 1 an plus tôt, il était un homme brisé par l'annonce de sa stérilité, prisonnier d'une vie qui ne lui convenait plus. Aujourd'hui, il était père d'une petite fille qu'il aimait comme sa propre chair, mari d'une femme extraordinaire, propriétaire d'un petit hôtel qui rendait les gens heureux. « Papa ?» La voix d'Élise le fit se retourner. « À quoi tu penses ? À nous, à ce miracle qu'on appelle notre vie. » Il l'embrassa tendrement. « Je pense que grand-père Émile avait raison. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on transmet par le sang, mais ce qu'on transmet par l'amour. Et qu'est-ce qu'on va transmettre à Clémence? L'authenticité, la générosité, le courage de choisir sa vie plutôt que de la subir. » Il caressa doucement les cheveux de sa femme. Et surtout, la certitude qu'elle est aimée inconditionnellement. Cette nuit-là, Julien s'endormit avec la sensation d'avoir enfin trouvé sa place dans le monde, non pas comme héritier d'un empire, mais comme homme aimant et aimé. Au petit matin, quand Clémence poussa ses premiers cris réclamant son biberon, il se leva avec bonheur pour s'occuper de sa fille du cœur, sa fille pour toujours. L'homme stérile était devenu père. L'héritier perdu avait trouvé sa vraie richesse. Et l'amour, encore une fois, avait triomphé de tout.